19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. En Cisjordanie occupée, au moins 2 Palestiniens tombent sous les balles de l'occupant sioniste à Naplouse et Al-Khalil. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, affirme que Téhéran envisagera une coopération avec les États-Unis que si le gouvernement américain abandonne complètement son soutien à Israël. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, reçoit le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Yslem Baysat. Dans un entretien exclusif accordé à Al24 News, Ahmed Attaf affirme que les fondamentaux de la question sahraoui sont préservés dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pékin répond aux avertissements de Scott Bessent sur les terres rares au moment où Donald Trump affirme que Moscou et Pékin mènent des essais nucléaires. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, les forces d'occupation sionistes ont mené ce lundi matin des frappes aériennes et d'artillerie ainsi que des opérations de démolition de maisons dans la bande de Gaza, dans de nouvelles violations de l'accord de cessez-le-feu. Selon les médias palestiniens, les forces d'occupation ont ciblé la ville de Rafah et l'est de Khan Younes au sud de l'enclave palestinienne ainsi que des zones orientales du gouvernorat. Les habitants de Gaza continuent de souffrir de l'insuffisance de produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires. Malgré l'accord de cessez-le-feu, l'accès à l'aide humanitaire reste très limité et avec l'approche de l'hiver, ils craignent la pluie et le froid. Les détails à Malamaziane Zitouni. Dans ce marché de Khan Younes, les Gazaouis tentent de se procurer de la nourriture. Les produits de première nécessité sont indisponibles. Les prix des fruits et légumes sont instables. Les Palestiniens luttent pour survivre dans un contexte d'économie paralysée et une pauvreté croissante. Aujourd'hui, les produits de première nécessité sont introuvables. Il n'y a plus de viande ni de poulet. Quant aux légumes, leur prix est imprévisible. Tantôt ils montent, tantôt ils baissent. La situation est terrible, nous n'en pouvons plus. La situation économique est très difficile et la vie sociale est tragique en raison du blocus permanent et du coût de la vie élevé en général. Ce que nous vendons nous permet de vivre. C'est notre source de revenus pour nous nourrir. Au-delà, il nous est très difficile de faire quoi que ce soit d'autre. Un jour, on mange et un autre non. Qu'est-ce qu'on mange? Des choses simples, des plats très simples. Pas le genre de plats que les gens connaissent, juste des plats simples. En plus de la cherté de la vie, les Gazaouis redoutent l'hiver. Eux qui vivent dans des abris précaires, souvent des tentes inadaptées qui ne résistent pas à la pluie et au froid. Nous vivons sous des tentes. Toute notre vie, nous avons attendu l'hiver avec impatience. Mais aujourd'hui, nous espérons qu'il n'arrivera pas, car vivre sous des tentes serait une véritable humiliation. 2 ans de génocide n'ont pas laissé que des ruines, mais une société dépossédée de ses moyens de subsistance. La plupart des Gazaouis ont perdu leur source de revenus. La destruction n'a rien épargné, transformant des communautés autrefois dynamiques en coquilles vides qui tentent de survivre. En Cisjordanie occupée, les balles des soldats de l'armée de l'occupation sioniste ont assassiné 2 Palestiniens. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, un jeune homme a été assassiné lors d'affrontements avec les forces d'occupation dans le village de Beit Fayrouk et à l'est de Naplouse, tandis qu'un autre a directement été visé à la tête par un colon dans la région de Ras al-Joura, au nord d'Al-Khalil. Les forces de l'occupation sioniste ont également lancé une campagne d'arrestation ciblant les villes et les villages de Cisjordanie occupés. 12 Palestiniens ont d'ailleurs été arrêtés lors de raids menés à Ariha, Salfit, Naplouse et Ramallah.
Au Liban également, 2 personnes sont tombées en martyrs lors d'un raid de l'occupation sioniste dans la ville de Douaïr, située dans le sud du pays. Et les médias locaux rapportent que c'est un drone de l'occupation et qui a ciblé une voiture, entraînant ainsi la mort de 2 citoyens libanais. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran n'envisagerait une coopération avec les États-Unis que si ceux-ci changeaient leur politique dans la région, notamment en abandonnant, je cite, complètement leur soutien à Israël, lors d'une réunion avec des étudiants à Téhéran à l'occasion de l'anniversaire de la prise de l'ambassade américaine en 1979, à la suite de la révolution islamique qui a renversé le Shah soutenu par l'Occident. L'ayatollah Ali Khamenei a ajouté que la coopération pouvait être envisagée avec le retrait des bases militaires américaines de la région. Les Américains disent parfois, mais pas toujours bien sûr, qu'ils sont prêts à coopérer avec l'Iran. La coopération avec l'Iran n'est pas compatible avec la coopération et le soutien au régime sioniste maudit. Dans cette situation, coopérer avec l'Iran n'a aucun sens et n'est pas acceptable. S'ils abandonnent complètement leur soutien au régime sioniste, retirent leurs bases militaires d'ici et s'abstiennent d'intervenir dans cette région, alors cela peut être envisagé. Ce n'est pas le cas pour l'instant, ni dans un avenir proche. Et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé de son côté que les négociations avec les États-Unis n'avaient pas encore commencé, malgré des échanges de messages par l'intermédiaire de médiateurs. Ismail Baraïeh a déclaré que des négociations significatives avec les États-Unis concernant leur programme nucléaire ne seraient possibles que si les droits de l'Iran étaient respectés. L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont signé le mois dernier au Caire un accord visant à ouvrir la voie à la reprise de leur coopération, notamment sur les modalités de relance des inspections des installations nucléaires iraniennes, accord qui n'a pas encore été mis en œuvre. Cet accord est intervenu après que les autorités iraniennes aient suspendu toute coopération avec l'AIEA suite à l'agression menée par l'entité sioniste au cours de laquelle les États-Unis ont frappé plusieurs sites nucléaires iraniens. Lors de la visite de Ravanchi, vice-ministre des Affaires étrangères à Oman, nous avons reçu un message officiel des États-Unis. Cependant, il est courant et habituel que divers médiateurs poursuivent leur bon office pour approcher les points de vue irano-américains. Les médiateurs transmettent des messages, mais cela ne signifie en aucun cas que des négociations entre l'Iran et les États-Unis ont commencé. Et l'Iran est plus que décidé à ne pas abandonner ses droits inaliénables dans le cadre de la négociation unilatérale. Les droits et intérêts de la nation iranienne doivent être respectés. Les autres parties doivent accepter que l'Iran possède des droits inaliénables en vertu du droit international et du traité de non-prolifération, et nous n'abandonnerons pas nos droits inaliénables dans le cadre des négociations unilatérales. Si l'autre partie comprend cela de manière réaliste, alors nous pourrons dire que la situation est propice à des négociations constructives, mais dans les circonstances actuelles, je ne crois pas que nous y soyons encore. L'Iran qui surveille ce qui se passe dans la région et qui est en contact permanent avec les pays voisins. Téhéran qui affirme défendre sa dignité, son indépendance et ses frontières. La sécurité de nos frontières est indissociable de celle de toute la région. C'est pourquoi nos forces armées surveillent l'évolution de la situation et les mouvements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et nous sommes en contact étroit avec les pays de la région, notamment l'Irak. Comme vous l'avez souligné, nous avons prouvé que nous défendons notre dignité, notre indépendance et nos frontières de tous nos cœurs. با تمام وجود و با تمام توان دفاع می‌کنیم. Retour en Algérie à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui a réitéré que son pays et l'Algérie entretenaient une amitié traditionnelle profonde depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 67 ans.
Des relations qui n'ont cessé de se développer de manière saine, stable et donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération bilatérale selon le président chinois. Regardez. Monsieur Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence, ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien mes meilleurs vœux, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. La Chine et l'Algérie entretiennent une amitié traditionnelle profonde depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a 67 ans. Ces relations n'ont depuis cessé de se développer de manière saine et stable, donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération bilatérale. J'attache une grande importance au développement des relations entre nos deux pays et je reste disposé à œuvrer de concert avec votre Excellence à la consolidation de l'amitié et de la confiance mutuelle, ainsi qu'au renforcement des échanges et des coopérations dans tous les domaines, afin de permettre aux relations bilatérales, dans le cadre du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie, de déboucher sur de grandes réalisations. Je vous adresse, Excellence, mes vœux de santé et de succès, tout en souhaitant à votre pays ami davantage de prospérité et à votre peuple davantage de bonheur et de bien-être. Et le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrift, a renouvelé l'appel de l'Algérie à reconnaître et à consacrer l'équité et la justice dans le traitement des crimes coloniaux en Afrique. Dans un discours prononcé lors de l'ouverture d'un colloque national sur les crimes coloniaux en Afrique, intitulé Faits historiques et conséquences écologiques, Alger, un exemple, Abdelmalek Tachrift a affirmé que ce que l'Afrique en général et l'Algérie en particulier ont subi comme crimes coloniaux odieux ne tombe pas sous le coup de la prescription selon tous les principes et conventions internationales et ne peuvent être oubliés mais doivent être traités par la reconnaissance de ces crimes odieux. Ce que l'Afrique en général, l'Algérie en particulier, ainsi que de nombreux peuples à travers le monde ont subi comme crimes coloniaux sont imprescriptibles selon tous les principes et chartes internationaux. Ces crimes ne peuvent être effacés par l'oubli, mais doivent être poursuivis par la reconnaissance de ces atrocités. Il ne peut y avoir de justice humaine sans reconnaissance, ni d'avenir sans équité. Notre honorable rencontre d'aujourd'hui ouvre une nouvelle page dans l'étude des séquelles environnementales des crimes du colonialisme, dont les générations continuent encore aujourd'hui à payer le prix. En mettant en lumière cette dimension, nous franchissons une étape scientifique nécessaire pour approfondir notre compréhension des crimes coloniaux et pour mettre en évidence la responsabilité des puissances coloniales dans les atteintes portées à l'environnement, à l'être humain et à l'urbanisme. Et puis je vous le disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu cet après-midi le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Yeslam Baissat. Lors de cette rencontre, les discussions entre les deux parties ont porté sur l'examen et l'évaluation des résultats des discussions qui ont eu lieu en octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la question du Sahara occidental et sur les conclusions de ces discussions qui ont abouti à l'adoption de la résolution 2797 visant à renouveler le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Les ministres ont salué le maintien par la résolution adoptée des principes et des bases d'une solution juste, durable et définitive au conflit du Sahara occidental, en particulier son accent sur la nécessité de négociations entre les deux parties de ce conflit, le Maroc et le Front Polisario. Les ministres ont également salué le renouvellement du mandat de la MINURSO pour une durée d'un an conformément à la proposition présentée par le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité. Après une discussion approfondie et longue, cette recommandation a été adoptée. Elle met sans ambiguïté l'importance, le caractère fondamental et la centralité du principe d'autodétermination, mentionné dans 2 de ses articles. Elle affirme également, de manière claire, la centralité des Nations Unies et du cadre onusien pour la résolution de ce conflit lié à l'autodétermination, tout en préservant le rôle de l'agence internationale créée par la communauté internationale afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.
Toujours à propos d'Ahmed Attaf, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a accordé un entretien à Al-24 News dans lequel il a souligné que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, précisant que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'excuser conformément à la légalité internationale et à la charte des Nations Unies. Le chef de la diplomatie algérienne qui a tenu à préciser que dans la résolution finale du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la question du Sahara occidental, les fondamentaux de la question sahraoui sont préservés. À l'exclusion de toutes les... 1. Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé. Le texte a été expurgé des 2 références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la charte des Nations Unies. 4e point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'1 année. Interrogé sur l'adoption par le Parlement français d'une résolution visant à dénoncer l'accord de 1968, Ahmed Attaf a affirmé qu'il s'agit d'une affaire franco-française entre l'Assemblée nationale et le gouvernement français. C'est attristant de voir un pays aussi grand que la France de faire de l'histoire d'un autre pays, un pays indépendant, souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Fonds de commerce électoraliste. J'ai dit déjà course à l'échalote, ça m'a coûté, je ne voulais pas encore ajouter cela. Maintenant, sur le fond, cette affaire est une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire franco-française. Elle ne nous concerne pas pour le moment. Nous, elle pourrait nous concerner si ça devient une affaire de gouvernement à gouvernement, parce que l'accord de 68 est un accord intergouvernemental, c'est un accord international. Dans le reste de l'actualité, le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant le village ukrainien de Rodinsk visé par des frappes aériennes russes. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans la foulée que ses forces avaient progressé dans la ville ukrainienne voisine de Pokrovsk. Moscou a annoncé aussi que ses forces bombardaient des bataillons ukrainiens encerclés près de la gare et de la zone industrielle de Pokrovsk et qu'elles étaient entrées dans le quartier de Prigorodny et s'y étaient retranchées. En Espagne, un an après les dramatiques inondations survenues à Valence, troisième plus grande ville du pays, le président de la région a annoncé ce lundi sa démission sous la pression suite à sa gestion catastrophique. Carlos Mazón a fait face à des appels à la démission, y compris de la part de proches des victimes depuis les pluies torrentielles du 29 octobre 2024 qui ont entraîné, rappelons-le, la mort de 229 personnes et causé des milliards d'euros de dégâts, principalement dans la banlieue sud de Valence. Les habitants des zones sinistrées accusent le gouvernement régional d'avoir lancé l'alerte beaucoup trop tard, alors que les bâtiments étaient déjà sous les eaux et que de nombreuses personnes se noyaient lors des pires inondations qu'ait connues l'Europe depuis 1967. He pedido perdón y hoy les puedo asegurar
Je peux vous assurer que si cela n'avait tenu qu'à moi, j'aurais démissionné depuis longtemps. J'ai traversé des moments insupportables, surtout pour ma famille. Je croyais sincèrement qu'il me serait plus facile depuis ce poste de montrer ce qui s'est passé pendant la gestion de la crise, les informations qui nous manquaient, l'aide qui n'est jamais arrivée et surtout que je pouvais contribuer à la reconstruction de ce pays après la catastrophe. Mais je ne peux plus continuer. Je sais que j'ai commis des erreurs, je les reconnais et je vivrai avec elles toute ma vie. J'ai demandé pardon et aujourd'hui je le répète, j'espère qu'une fois que le tumulte retombé, la société sera capable de faire la distinction entre un homme qui a commis des erreurs et une mauvaise personne. La Chine a répondu ce lundi aux avertissements du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, selon lesquels les États-Unis pourraient augmenter les droits de douane sur les produits chinois si le pays revenait sur sa décision concernant les terres rares. Dimanche, le secrétaire au Trésor américain avait qualifié la Chine de partenaire peu fiable dans certains domaines commerciaux et avait déclaré que les États-Unis pourraient donc de nouveau menacés d'imposer des droits de douane si Pékin envisageait d'interrompre ses exportations de terres rares. En ce qui concerne la politique chinoise de contrôle des exportations de terres rares, les autorités compétentes chinoises ont réitéré à plusieurs reprises leur position. Je pense que les résultats des négociations économiques et commerciales sino-américaines à Kuala Lumpur démontrent pleinement que le dialogue et la coopération sont la bonne façon de résoudre le problème et que les menaces et les pressions ne contribueront pas à le résoudre. À l'heure actuelle, je pense que la priorité absolue pour la Chine et les États-Unis est de mettre en œuvre avec sérieux l'important consensus auquel sont parvenus les deux chefs d'État lors de leur rencontre à Busan, afin d'apporter davantage de stabilité à la coopération économique et commerciale sino-américaine et à l'économie mondiale. Et lors d'une interview diffusée hier dimanche par la chaîne américaine CBS, le président américain Donald Trump a affirmé que la Russie et la Chine menaient des essais nucléaires en secret, sans toutefois préciser leur nature. Donald Trump a suscité de vives inquiétudes et protestations dans le monde entier lorsqu'il a annoncé jeudi avoir ordonné au Pentagone de commencer à tester des armes nucléaires sur un pied d'égalité avec la Russie et la Chine. Depuis, Trump a réitéré son intention de reprendre les essais d'armes nucléaires sans dire ce qu'il le projetait exactement. Des propos bien évidemment démentis par la Chine qui a affirmé ce lundi ne plus effectuer d'essais nucléaires. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puissance nucléaire responsable, la Chine a toujours suivi la voie du développement pacifique, mené une politique de non-recours en premier aux armes nucléaires, défendu une stratégie nucléaire d'autodéfense et respecté son engagement de suspendre les essais nucléaires. Nous sommes disposés à travailler avec toutes les parties pour défendre conjointement l'autorité du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et préserver le régime international de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Nous espérons que les États-Unis respecteront également sincèrement leurs obligations au titre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et leur engagement à suspendre les essais nucléaires, qu'ils prendront des mesures concrètes pour préserver le régime international de désarmement et de non-prolifération nucléaire et qu'ils maintiendront l'équilibre et la stabilité stratégique mondiaux. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé vendredi les États-Unis d'avoir créé un récit mensonger pour justifier une attaque contre le Venezuela et imposer un changement de régime dans ce pays d'Amérique du Sud. Les propos de Maduro interviennent dans un contexte de tension entre le Venezuela et les États-Unis concernant le déploiement de navires de guerre américains dans les eaux vénézuéliennes. Depuis septembre, les forces militaires américaines ont mené une série d'attaques contre des navires soupçonnés de trafic de drogue dans la mer des Caraïbes, dont au moins 4 bateaux qui, selon elles, seraient partis du Venezuela. On invente des fables et des histoires et toutes les campagnes menées contre le commandant Chavez ainsi que tous les complots de la CIA contre moi et notre pays depuis 26 ans sont basés sur des histoires et des fables hollywoodiennes où nous sommes toujours les méchants, les révolutionnaires, les bolivariens, ceux d'entre nous qui sont fiers d'avoir des grands-parents indiens et noirs et eux, ce sont toujours les gentils venus nous sauver.
Et puis un séisme de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter a frappé le nord de l'Afghanistan la nuit dernière, 2 mois après le terrible tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Le séisme qui s'est produit peu avant 20h30 GMT à Kolm, près de la ville de Mazar-e-Sharif, avait une profondeur de 28 km selon l'Institut d'études géologiques américain. Selon un bilan provisoire, plus de 20 personnes ont été tuées et 320 Afghans ont donc été blessés dans les provinces de Samangan et de Balkh. Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants, le journal de l'Afrique avec Nariman Zekar.